Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Comme toutes les semaines, votre magazine de la santé donne la parole à des spécialistes et des médecins pour vous édifier sur des questions de santé données. Et ce soir encore, nous donnons la parole à un spécialiste, un médecin oncologue pour vous édifier sur la question du cancer du sein. Vous écouterez le témoignage d'une patiente ayant souffert de cancer de sein et qui aujourd'hui est en phase de rémission. À tout de suite pour la suite. Bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Les cancers féminins gagnent du terrain au Cameroun et ce soir, nous nous intéressons à l'un qui est celui du sein. Si on s'en tient aux récents chiffres rendus publics par l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein et celui du col de l'utérus à eux seuls totalisent 12 235 cas diagnostiqués en 2020 sur les 20 745 cas enregistrés au Cameroun. Et 13 199 personnes avaient succombé au cancer en général au Cameroun, des chiffres qui ont poussé le gouvernement camerounais à s'engager à réduire de 10% la morbidité et la mortalité dues au cancer au Cameroun. Et pour cela, le gouvernement camerounais a mis sur pied le plan stratégique national de prévention et de lutte contre les cancers. Le cancer qui nous intéresse ce soir est celui du sein. Généralement, lorsqu'on parle de cancer, l'on fait rapidement référence à la mort. Et pourtant, c'est possible de souffrir d'un cancer et de se remettre après un traitement. C'est le cas de notre invité qui a décidé aujourd'hui de partager son expérience à travers son témoignage. Mais avant de la recevoir, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire de Check-up cette semaine, le cancer du sein. Une pathologie fréquente au Cameroun. En ce mois d'octobre rose, spécialement consacré à la lutte contre cette maladie, votre magazine de la santé vous propose d'en savoir davantage sur les manifestations et la prise en charge du cancer du sein au Cameroun. À suivre, le témoignage exclusif d'une malade. Quel peut être le rôle du dépistage précoce dans la prévention du cancer du sein? Les spécialistes de santé vous en parlent. À suivre également dans cette édition de Check-up, la chronique du dentiste qui porte cette semaine sur les dents de lait. Check-up, c'est aussi l'occasion de poser toutes vos questions à un médecin. C'est la rubrique Allo Docteur. Merci Elisabeth Ngowoum pour le sommaire déroulé de ce programme. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Notre invitée de cette semaine, Esther Stuga Tchéné Simo. Elle est en phase de rémission. Elle a souffert d'un cancer du sein. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Alors, dites-nous, comment vous avez découvert que vous souffrez du cancer du sein? Ça, c'était en 2017. Quand je suis tombée enceinte, j'ai ressenti une boule dans mon sein qui était indolore. Mon mari m'a dit, ce n'est pas parce que ça ne fait pas mal que tu ne devrais pas t'inquiéter. Je lui ai dit, le cancer, c'est les histoires des vieilles femmes. Je ne me sens pas concernée. Et en plus, j'ai enchaîné avec les accouchements, donc je ne comprends pas pourquoi je peux me sentir concernée. Néanmoins, j'ai consulté. Je suis allée à l'hôpital, j'en ai parlé à mon gynécologue. Et à ce moment, mon dernier fils, il avait 4 mois. Il m'a dit, il faut qu'on attende un peu. Tu termines alors avec l'allaitement et on verra si ce n'est pas les caillots de lait qui sont là ou bien ce qu'on a fait. Mais quand l'enfant avait 6 mois, j'ai commencé à ressentir une très forte douleur dans le sein. Je suis repartie voir le gynécologue. Je lui ai dit que ça ne va vraiment pas. Il m'a dit, OK, on va donc faire les examens. Là, j'ai été obligée de sevrer l'enfant parce qu'il m'a dit, si on me fait même l'échographie, partout là, ce qu'on verra, c'est le lait. Donc, il m'a donné des médicaments pour sécher le lait. Et là, j'ai commencé avec la batterie d'examen jusqu'à arriver au niveau de la biopsie. Voilà. Alors, quelle a été votre réaction une fois que votre médecin, votre gynécologue vous a dit qu'effectivement, il s'agissait d'un cancer?
Ce n'est pas mon gynécologue qui me l'a dit. Je me suis chargée moi-même de faire mes recherches. Plus quand mon mari il est rentré le soir avec les résultats, oui, les résultats de la biopsie, j'ai ouvert et je me suis rendu compte que c'était un cancer. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là? Vous découvrez que vous souffrez d'un cancer. J'ai pensé à tout, hein, à tout ce qui est vraiment négatif, tout ce qui est péjoratif, tout ce qui est noir. Je regarde mes enfants, je regarde la famille, je regarde mon père. Je dis que l'homme, si je regarde ma mère, je regarde mes mamans, parce qu'il faut noter que j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de papas. Donc c'était tellement compliqué, c'était difficile à accepter parce que je me dis, bon, si j'arrive même au stade de tellement de questions tournent dans la tête 1000 à l'heure. Je me suis dit que tout est fini pour moi, tous les projets que j'ai avec mon mari, tous les projets qu'on a pour les enfants. Donc je dis que dans tout ça, on a pensé ensemble, mais tu risques de réaliser tout ça tout seul parce que je ne suis pas sûre que cette maladie va me laisser. Alors, et comment l'avez-vous annoncé à vos proches? Parce que quand vous découvrez que vous souffrez effectivement d'un cancer du sang, votre mari, lui, il est déjà informé. Comment vous l'annoncez aux autres membres de la famille? Les autres membres de la famille, j'ai mes grands frères, je suis allée à la maison de chacun très tôt le matin. Donc durant toute la semaine du 14 mai, j'allais chez presque tout. 14 mai de quelle année? 2020. Oui. 2021. L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, c'est le 14 mai que j'ai eu mes résultats. C'est le 14 mai que j'ai su que je souffre d'un cancer du sein. Donc je suis allée chez Marco, je suis allée chez Eric, je suis allée chez tous mes frères pour les réveiller, pour leur dire, écoutez, c'est grave, je vais mourir. Je suis allée chez papa, j'ai pleuré. Maintenant, les amis, on va dire les amis proches, c'est plus les voisins au quartier. Nous sommes vraiment comme une famille. J'ai vu les voisins, il y a, parmi eux, il y a certains avec qui nous sommes très proches. J'ai dit, écoutez, voilà comment ça va se passer. Ils ont dit, ne t'inquiète pas, on va gérer. Alors, et vous aviez quel âge l'année dernière quand vous découvrez que vous souffrez de ce cancer du sang? Bon, je vais dire, j'ai commencé à m'inquiéter vraiment en octobre 2020. 2020, donc comme je vous ai expliqué, comme il fallait que je sèvre l'enfant, il fallait qu'on commence, c'est je crois en février qu'on a commencé avec d'abord l'écho mammaire, après ensuite la mammographie et enfin la biopsie pour avoir les résultats le 14 mai 2021. Ce que je voudrais savoir, donc vous avez quel âge alors à cette époque-là? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Et 2020, 31 ans. Alors, et vous vous dites que, voilà, à 30 ans, c'est pas possible que je puisse souffrir d'un cancer du sang. Je me suis dit que c'était une maladie de personnes d'un certain âge. Et j'ai lui dit que quand tu enchaînes avec les accouchements et que tu allaites tes enfants, tu réduis aussi les risques de cancer. Donc, je me sentais vraiment pas concernée. Vraiment pas. À quel moment vous décidez de prendre un traitement? Je décide de prendre le traitement au moment où, dès lors que j'ai appris que je suis malade, quand j'ai rencontré le gynécologue. Et qui t'a rassuré que le cancer n'est pas synonyme de mort? Et qui m'a rassuré que le cancer n'est pas synonyme de mort. La première chose que je lui ai demandé, donc montrez-moi les gens qui ont guéri. Je veux passer par là, parce qu'après, je ne veux pas que vous faites comme ça. Montrez-moi, je veux voir les gens qui ont guéri. Si vous me montrez les gens qui ont guéri, là, j'accepte le traitement. Il me dit, ils ne veulent pas, ils veulent pas se montrer. D'autres, ils disent que non, je montre et après ça va faire quoi? Donc c'était un peu ça. Il m'a dit que si tu commences le traitement, tu ne commences pas le traitement, tu préfères quoi? Il faut mettre toutes les chances de ton côté. Tu fais le traitement et là tu as un risque de vivre ou un risque de mourir. Au moins tu as des chances. Au lieu de ne pas commencer le traitement et de ne pas parvenir à la guérison. Et vous étiez déjà en quelle phase? J'étais au stade 2. Je sais qu'il y a 4 phases. Il y a le stade 1, il y a le stade 2, il y a le stade 3, il y a le stade 4. J'étais au stade 2 avec juste un nodule et pas de métastase. Esther, nous allons interrompre cet entretien pour quelques minutes pour aller suivre ce reportage. Un élément réalisé à l'hôpital général de Douala par nos reporters Elisabeth Ngou et Marcos Kosso. Maximilienne, la quarantaine révolue, est aujourd'hui à sa 5e séance de chimiothérapie à l'hôpital général de Douala.
C'est en 2020 qu'elle apprend qu'elle est atteinte du cancer du sein à la suite d'une manifestation physique qu'elle a observée elle-même sur son corps. Elle s'était confiée chez son médecin traitant. Le mois, le coût est extrêmement élevé. À peu près, je dépense à peu près environ 150 000 par séance. Donc, ce n'est pas facile pour le quotidien. Comme Maximilienne, c'est une quinzaine de victimes de cancer qui fréquentent quotidiennement le service oncologie de l'hôpital général de Douala. Ceci, selon un calendrier préétabli. Françoise Abogzo, major de ce service, nous dit qu'il s'agit d'une partie du traitement qui dépend de la prescription du spécialiste. Plusieurs patients ici qui viennent faire leur séance de chimio à 10, à 20, parfois on parle à 25 malades par jour. Mais il y a des périodes qu'on a dans les 10, 15 malades par jour. Celui-là peut venir tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça dépend du type de cancer que ce malade a eu. Le problème avec le cancer, c'est que quand il est dépisté à temps, on le traite à temps. Quand le malade arrive que la maladie est déjà avancée, c'est souvent un peu compliqué. Dr Jean-Charles Monanga est oncologue en service à l'hôpital général de Douala. Il y a encore un déni de la maladie. On n'accepte pas encore la maladie. On pense encore que c'est soit un tabou, soit un mauvais sort qu'on a jeté à une personne quelconque. Le Cameroun se donne désormais les moyens de lutter contre le cancer et invite ainsi les populations à collaborer au travers des nombreuses campagnes de dépistage organisées dans l'ensemble du territoire. Les professionnels de santé sont unanimes sur un constat. La majorité des malades de cancer, dans 80% des cas précisément, arrivent très souvent à l'hôpital à des stades avancés de la maladie, ce qui alourdirait le pronostic vital. La majorité des patients que nous recevons ici, elles arrivent à des stades assez avancés où on est obligé de faire la chimiothérapie pour obtenir une réduction tumorale. En ce moment, on passe à la chirurgie et s'il est possible, on les passe à la radiothérapie. D'accord. Voilà. Au cours de ce mois d'octobre, baptisé Octobre Rose, il est question de sensibiliser, un appel à l'éveil, un appel à la prudence, mais surtout un appel à l'anticipation dans la prise en charge des victimes de cancer dans les hôpitaux. Les modalités de prise en charge des cancers du sein sont connues. Elles dépendent justement du stade. Elles dépendent de l'état général, elles dépendent également du bilan pré-thérapeutique que le patient fait. Il peut s'agir de la chirurgie, il peut s'agir de la chimiothérapie, il peut s'agir de la radiothérapie, il peut s'agir de l'hormonothérapie, il peut s'agir également des thérapies moléculaires ciblées. En Europe, ils utilisent beaucoup plus de thérapies moléculaires ciblées et l'immunothérapie qui fait également partie des thérapies ciblées. Nous avons des molécules sur place mais qui coûtent extrêmement cher. Il faut dire que la prise en charge des cancers reste encore une prise en charge, un traitement très onéreux. Notons que dans la plupart des cas, le cancer du sein se développe pendant plusieurs années sans le moindre signe, d'où l'importance de le détecter tôt dans le cadre d'un suivi radiologique régulier de dépistage. S'auto-palper devient alors le geste qu'il faut. Filles, femmes et hommes sont invités à pratiquer cet exercice au moins une fois le mois. Ça ne fait pas mal en général. C'est pour ça qu'elles ne viennent pas tôt. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles consultent tardivement. Il faut aussi qu'on tienne compte de l'aspect culturel. Nous ne partons pas directement à l'hôpital. Nous allons à l'hôpital quand ça fait mal. Nous allons à l'hôpital quand c'est grave. Il faut aussi tenir compte des raisons financières qui sont celles que nous connaissons. Le Camerounais moyen n'a pas assez de ressources financières pour consulter de manière quotidienne à l'hôpital. Donc, c'est lorsqu'elles constatent qu'il y a une anomalie sur leur sein qui est présente depuis des mois, d'autres vous diront depuis des semaines, ce qui n'est pas le cas, ou bien lorsqu'elle est déjà partie chez le praticien, dans certains cas, elle se dit essayons quand même d'aller à l'hôpital. Octobre Rose, mois de sensibilisation, mais il ne se limite pas qu'au dépistage des facteurs de risque liés à cette maladie.
Octobre Rose, c'est aussi et surtout l'accompagnement psychologique et financier des personnes atteintes du cancer quand on sait que le coût de traitement au Cameroun n'est pas à la portée de tous. Au vu des chiffres de plus en plus croissants, le cancer est considéré au Cameroun comme un problème de santé majeur. Selon les spécialistes de santé, le cancer, c'est une maladie guérissable à condition d'être dépisté tôt et traité efficacement. Retour sur ce plateau, Esther Suga-Chino-Simo. Dans le reportage, vous avez écouté cette dame qui était en pleine séance de chimiothérapie et qui est revenue sur le fait que le coût reste encore très élevé en ce qui concerne la prise en charge et les traitements et surtout les séances de chimiothérapie. Vous avez dépensé combien pour vos séances de chimiothérapie et vous avez eu à faire combien de séances? Parce qu'elle était à sa 5e phase de chimiothérapie. J'ai eu à faire 6 séances de chimiothérapie. Chaque séance me coûtait environ 500 000 francs et au bout de 3 séances, il fallait faire le scanner. Et avant chaque prochaine séance, il y avait un petit bilan qu'il fallait faire. À l'issue de ce bilan, il pouvait ressortir que les paramètres ne sont pas bons. Là, j'avais besoin d'injections de globules blancs et de globules rouges qui coûtent aussi extrêmement cher. Ça, ce sont les injections que je pouvais faire parfois 2-3 jours avant la prochaine chimiothérapie. Donc, je vais dire que globalement, les 6 chimios m'ont pris au bas mot. J'estime juste 2 à 3 millions par là. Alors, si on évalue votre année de traitement, on peut l'évaluer à combien? Vous avez déboursé combien au total? Et il faut dire que votre prise en charge se déroulait au Cameroun. Oui, la prise en charge se déroulait au Cameroun. Je peux juste donner une estimation. Je suis à un peu plus de 4 millions, je crois. Un peu plus de 4, voire 5 millions. Parce que l'opération en elle-même, elle a coûté 600 et poussière, presque 700 000. Oui. D'accord, donc c'est possible aujourd'hui de venir à bout d'un cancer du sein si la prise en charge est effective. Et dans le reportage également, Esther, on a écouté ces médecins oncologues-là qui sont revenus sur les signes d'alerte, c'est-à-dire en plus de la boule dans le sein, qu'est-ce que vous avez ressenti d'autre? Moi, je n'ai que eu la boule dans le sein. Une boule indolore. Elle ne faisait pas du tout mal. Elle est revenue également sur l'aspect culturel. Ces personnes-là qui ne croient pas au cancer du sein, qui font d'abord le tour de tous on va dire quoi, les tradipraticiens ou alors de toutes ces personnes-là qui disent venir à bout de cette maladie dans les quartiers. Et c'est après avoir fait tout ce tour que la plupart viennent souvent consulter des spécialistes. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ça a été le cas pour moi, effectivement, parce que je pense que je me suis lancée dans cette aventure parce que je ne voulais... On m'a dit non, on peut te soigner sans qu'on ne te fasse une amputation. Donc pour moi, c'était de conserver mon sein. Je crois que c'est ça qui m'a réellement motivée à chercher la guérison ailleurs. Sauf que partout où vous allez, on vous dit, tu arrives ici, tu bois ceci, après 1 mois, tu fais ton contrôle à l'hôpital. Tu arrives là-bas, après 1 mois, tu fais ton contrôle à l'hôpital. Tu arrives ici, je te donne ceci, j'ai déjà guéri les gens. Après, tu fais ton contrôle à l'hôpital. Et alors, je me suis dit, pourquoi et à la fin, ils envoient toujours à l'hôpital? Donc, ça veut dire qu'en fait, l'hôpital est incontournable. Donc, autant mieux me concentrer avec les médecins avec lesquels je suis en train de suivre mon traitement. Voilà, c'est pourquoi la plupart des médecins souvent recommandent de venir directement parce que tôt, c'est connu que tôt le cancer, il est dépisté, plus on a les chances de guérison. Alors Esther, vous nous avez dit que le traitement a duré 1 an. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez vécu votre traitement? Ça a été très difficile. Déjà pendant la chimiothérapie, il m'est arrivé plusieurs fois de vomir, d'avoir les vertiges, de faire la diarrhée. Et là, il faut manger, mais vous n'avez pas d'appétit, vous perdez les forces et c'est tout ça qui rend la chimio très difficile. C'est juste cet aspect qui a rendu votre traitement difficile. Est-ce que vous n'avez pas d'autres complications? Bon, pas seulement parce que déjà pour faire la chimio, il fallait aller chercher ses médicaments, il faut aller faire des examens. Déjà la marche, elle est fatigue. Il faut aller parfois à 2-3 pharmacies pour pouvoir regrouper tous ces médicaments avant de se rendre à l'hôpital pour se faire administrer les soins de chimiothérapie.
Et pendant ce temps-là, qui s'occupait de vos enfants pendant cette période de traitement-là? Pendant la période de traitement, mon papa, il a demandé il a dit, Esther, donne-moi les enfants, même s'ils ne fréquentent pas, même s'ils perdent une année, ce sera pas grave, ce sera pour la bonne cause. Donc, c'est papa qui s'est occupé des enfants. Aujourd'hui, Esther Suga, vous faites un témoignage pour aider les autres personnes qui sont dans la même situation que vous, ou alors qui vivent encore avec la maladie ou qui suivent encore les traitements, parce que vous avez dépassé cette étape-là, vous êtes déjà en pleine guérison, vous êtes en phase de rémission et vous avez décidé de témoigner à visage découvert, ce qui est encourageant. Alors, Esther, aujourd'hui, vous êtes en phase de rémission, c'est-à-dire que vous progressez vers la guérison. Vous êtes guéri, mais pas totalement. Donc, si vous faites, s'il y a des choses à respecter, que si vous ne respectez pas, vous pouvez replonger. C'est ça? C'est ça. Déjà, il ne faut pas que je prenne du poids. Il ne faut pas que je prenne du poids. Et pour ne pas prendre du poids, il faut éviter de consommer trop de sucre. Ce n'est pas qu'il faut éliminer complètement le sucre. Il m'arrive de prendre des boissons sucrées peut-être une fois par mois quand je me rends dans les réunions, mais pas systématiquement, par exemple au petit déjeuner. Je bois de l'eau très tôt le matin, je fais la marche, je ne fais pas le sport de haut niveau, je fais la marche juste 20 minutes. Donc ce qui fait que de temps en temps, je peux excéder 3 fois par semaine. De temps en temps, il m'arrive, quand j'attends le taxi, peut-être pendant 2, 3, 4 minutes, je dis, bon, je vais doucement et c'est comme ça que je fais souvent le sport. Là, je ne prends pas d'alcool, interdiction formelle de prendre de l'alcool. Je ne fume pas, je mange rationnellement les féculents. J'évite les fritures, mais ça ne veut pas dire que je n'en mange pas. Oui, c'est comme ça que. Donc, une fois quand vous aurez passé cette phase de rémission, que vous serez totalement guéri, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Non, pas tout ce que je veux. En fait, il y a aussi le côté gauche de mon corps. Je ne dois pas soulever les charges avec ce bras. Ah oui, parce que c'est le sein gauche qui a été affecté. Je ne dois pas soulever. Donc, j'évite même, en fait, à l'hôpital, on m'a dit d'éviter même que ce côté existe. Et c'est ce que je fais. C'est vrai que c'est très difficile pour quelqu'un qui est en activité comme moi. Donc, il faut dire que pendant votre traitement, vous avez perdu votre travail. Aujourd'hui, vous êtes à la maison. Oui, juste avant que je ne tombe malade, j'ai arrêté de travailler. L'entreprise où j'étais, elle a fermé. Après la période de traitement, le traitement est terminé. J'ai demandé à mon médecin si je peux recommencer à travailler. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, mais vas-y doucement. Sauf que les problèmes que je rencontre, quand je vais à un entretien, on me dit on voit 2 ans de vide. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période? Aujourd'hui, je peux parler le courage que je n'avais pas parce que je me disais quand vous postulez quelque part et vous dites que vous avez été malade, je crois que l'employeur il pense plus que est-ce que vous allez tenir, est-ce que quand je vous prends là, vous n'allez pas prendre les permissions tout le temps pour aller vous faire soigner. Je me dis que cela peut-être c'était la difficulté. Donc je cachais ce côté des 2 ans que j'ai traversé. Alors où avez-vous eu le courage de décider aujourd'hui d'en parler? Je crois que c'est venu comme ça. Je crois que c'est venu comme ça. Je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver derrière. Et tu n'es pas la première à souffrir d'un cancer du sein et tu ne seras pas la dernière. Je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière, mais j'aimerais que beaucoup de gens s'inspirent de moi pour avoir l'espoir de guérir de cette maladie. Je veux ici là encourager toutes celles qui sont malades parce que je sais par quoi vous passez, je sais ce que vous avez envie d'entendre. Ce n'est pas facile, mais il faut vous accrocher. Pensez à tous ceux qui sont autour de vous, pensez à vos enfants, pensez à vos maris si vous êtes mariés, pensez à vos collègues qui vous aiment si vous êtes en train de travailler et ça va beaucoup vous motiver. Alors, vu que vous parlez de travail, Esther, vous m'avez dit en off, lorsqu'on préparait cette émission, que vous aimeriez bien trouver un emploi, vous aimeriez bien travailler et que vous avez des qualifications. Hein? Oui, je suis titulaire d'une licence en marketing et communication avec 3 ans d'expérience déjà. Je peux être chargée de communication, je peux animer la force de vente, je peux être aussi commerciale. Nous espérons que toutes les personnes qui nous suivent en ce moment peut-être pourraient vous trouver un travail, Esther Suga. Merci déjà pour votre courage et merci d'être venue sur ce plateau
pour pouvoir édifier les téléspectateurs de Canada International et des Check-up en particulier. Nous savons que le cancer est une maladie qui affecte une grande partie du monde. Le dépistage peut sauver la vie. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri à 90% des cas. C'est pourquoi il est recommandé chez les femmes de 25 ans de faire un suivi gynécologique avec une palpation de sein par un professionnel une fois par an. C'est vrai qu'il est souvent recommandé aussi de pouvoir faire soi-même sa palpation du sein chaque matin. Merci d'être venu, Esther Souga-Tchéné. Merci Mireille. Simon. Merci Mireille. Merci chers téléspectateurs. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le programme c'est Check-up. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous les faire part sur nos différentes plateformes numériques via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Comme toutes les semaines, le chirurgien dentiste vous entretient sur des questions de santé bucco-dentaire. Et ce soir, il a décidé de parler des dents de lait, de leur importance dans la croissance de l'enfant et surtout de comment les entretenir. C'est dans la chronique qu'il nous propose. C'est quoi les dents de lait? Les dents de lait, c'est tout simplement les dents de nos bouts de chou, de nos petits-enfants. Elles sont au nombre de 20, voilà. En plus de cela, elles font leur éruption aux alentours de 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, où elles vont commencer à chuter pour laisser place aux dents définitives. Ce sont des dents très importantes dans le développement, dans la croissance de l'enfant. Notamment parce que, premièrement, elles interviennent dans la croissance du massif facial. Deuxièmement, elles servent de guide pour l'évolution en bonne position des dents définitives. Elles interviennent également dans l'élocution, parce qu'on a besoin des dents pour parler, et donc dans le développement du langage chez l'enfant. Et elles jouent aussi un rôle très important dans la digestion, parce que les enfants ont besoin de ces dents pour pouvoir bien mâcher les aliments. Pour bien en prendre soin, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est l'hygiène bucco-dentaire rigoureuse, régulière et irréprochable. Dès l'apparition des dents de lait, aux alentours de 6 mois en moyenne, on devra les nettoyer correctement à l'aide soit d'une compresse imbibée d'un peu d'eau ou d'un gant de toilette bien propre lors du bain. On doit le faire une fois par jour. Au fur et à mesure que les dents vont faire leur apparition, nous allons commencer à utiliser une brosse à dents avec une petite tête et à poil très souple pour pouvoir bien nettoyer ses dents. Dès l'âge de 3 ans, vous pouvez laisser votre enfant se brosser les dents tout seul, mais cela sous votre supervision. Vous allez ainsi pouvoir lui inculquer un certain nombre de principes de base d'une bonne hygiène bucco-dentaire, à savoir qu'on se brosse les dents 2 fois par jour, le matin et le soir, qu'un bon brossage doit durer environ 2 minutes, que le bon sens du brossage n'est pas le mouvement horizontal de la gauche vers la droite, mais plutôt un mouvement vertical de bas en haut de la gencive vers la dent. Il faudra également veiller à changer la brosse à dents chaque 3 mois, dès que les poils de la brosse à dents commencent à s'effilocher, et également prévoir un dentifrice spécialisé pour les dents pour enfants. Généralement, pour les dentifrices pour enfants, la mention dentifrice pour enfants est écrite sur l'emballage. Et aussi, vous pouvez regarder la concentration en fluor qui est généralement inférieure à 700 ppm et qui est inscrit également sur l'emballage. Une autre astuce serait d'utiliser des dentifrices qui contiennent des révélateurs de plaques. Ce sont des dentifrices qui sont dits éducatifs et qui vont aider l'enfant à bien apprendre à se brosser les dents. Alors, ces dentifrices contiennent ce qu'on appelle les révélateurs de plaques. Et le révélateur de plaques, c'est un produit qui va changer de couleur au contact de la plaque dentaire. Et donc, quand un enfant se brosse avec un dentifrice contenant un révélateur de plaques, la couleur de ses dents change. Et tant qu'il ne se brosse pas correctement pour éliminer complètement la plaque dentaire, la couleur de ses dents va rester identique. En plus d'une bonne hygiène bucco-dentaire régulière, rigoureuse et irréprochable, il faut bien évidemment veiller à ce que l'enfant consomme le moins de sucre possible.
et évite le grignotage. Il faut également faire une visite régulière chez le dentiste pour un contrôle de routine, ceci afin de s'assurer que les caries dentaires ne se développent pas et afin, bien évidemment, d'intercepter les caries dentaires naissantes. Et sur ce, portez-vous bien. Retour sur ce plateau, nous espérons que cette chronique vous a énormément édifié. Parlons de toute autre chose à présent. Cette semaine, dans la rubrique Allô Docteur, nous avons retenu 2 préoccupations de 2 téléspectateurs. La première, comment nettoyer sa lunette médicale soi-même sans avoir recours à un opticien? Et pour répondre, Élise Pierrette Liporde, elle est opticienne réfractionniste. Les lunettes, vous pouvez le faire à l'aide d'un produit que vous pulvérisez sur les 2 faces du verre et vous prenez le chamoisi, la pochette qui est dans le boîtier, vous faites un mouvement circulaire sur le produit jusqu'à absorption totale du produit. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire avec les verres, il ne faut jamais déposer ces verres sur la face avant, sur une table, peu importe la surface. Il faut toujours déposer le verre sur les branches. Ne jamais nettoyer ses lunettes avec du savon à la maison parce que vous ne savez pas vous y prendre et on ne connaît pas le taux d'acidité du savon pour éviter de décoller le traitement qu'il y a sur le verre. Merci. Prenons la deuxième préoccupation, celle de Corinne qui dit « Je souffre d'une grippe accompagnée de fièvre, ça va et ça vient, ceci dure depuis un mois. Que faut-il faire, docteur ?» Et pour répondre à cette question, notre consultant maison, le docteur Cédric Cuifo, il est médecin ORL en service à l'hôpital général de Douala. Alors, c'est une question qui est effectivement fréquente. De savoir, les patients disent souvent qu'ils ont une grippe qui ne finit pas. Alors, en général, derrière cette plainte se cache l'expression d'un signe qui est permanent, c'est la rhinorrhée, c'est-à-dire un écoulement de sécrétion par le nez, parfois associé à des éternuements, le nez bouché. Donc, les patients regroupent tout ça sous le thème de grippe et disent que c'est une grippe qui ne finit pas. Pourquoi? Parce que ça persiste. Par expérience, le plus souvent, c'est dû à une allergie. Ce n'est pas toujours une grippe qui, elle, est une maladie infectieuse, qui est contagieuse, qui évolue sur un mode épidémique, un mode saisonnier, qui est dû à des virus qu'on peut traiter par des médicaments et pour laquelle il existe un vaccin. Et grippe qui est différente d'une rhinite allergique qui est une réaction à certains éléments de l'environnement. Donc ce que nous avons remarqué dans nos constatations, c'est qu'il s'agit le plus souvent de la manifestation d'une allergie et l'allergie se traite par des antihistaminiques et certains médicaments bien précis. Il faut aussi éduquer le patient à comprendre son environnement et à éviter le contact avec ses allergènes. Donc l'idéal dans ce genre de session, c'est toujours de faire une consultation vers un spécialiste ORL qui posera le meilleur diagnostic et va donc orienter le traitement. Je vous remercie. Nous espérons que vous avez été bien édifiés sur nos différents thèmes abordés au cours de ce programme. Nous avons parlé en première partie du cancer du sein avec le témoignage de notre invité. Vous avez pu apprendre énormément sur la prise en charge. Vous avez également appris sur la protection des dents de lait et également sur comment se mettre à l'abri d'une grippe qui dure. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. En attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.